Quand on commence à savoir qu'on est dans le crash, les gens s'enfuient. Seb, mon meilleur pote, qui lui aussi a crashé une boîte cet été, mais dans un domaine très différent, a eu l'expression, la bonne expression, c'est qu'on sent le soufre. Tu crashes? Bon bah salut, on en reparle, hein. On se voit bientôt. Non, on se verra plus. Donc les gens s'enfuient. Moi je dirais que j'ai vidé mon carnet d'adresses à 50% et mon carnet d'amitié à 80%. Je suis Cyril Nourry, j'ai 39 ans et je suis le fondateur de l'Informatruck. C'est le premier réseau de camions ateliers itinérants qui va partout dans les campagnes réparer des appareils informatiques et électroniques. L'idée de l'Informatruck, elle me vient aux alentours de 2017. C'est à l'époque où je me pose beaucoup de questions. Je suis en train de lancer ma première boîte d'informatique, qui n'est pas celle-ci. Mais j'ai cette idée d'aller aider les personnes en situation de ruralité, d'isolement, donc ce qu'on appelle l'exclusion numérique aujourd'hui, avec quelque chose de différent. Parce que le sujet, il est très présent chez moi. Je passe mes week-ends chez mon grand-père qui m'a tout appris de l'informatique quand j'étais gosse. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, le déclin cognitif aidant, il s'en sort plus. Donc celui qui m'a tout appris il y a 15, 20, 30 ans, n'y arrive plus, ne serait-ce qu'avec son téléphone ou avec son ordi, parfois même avec sa télé. Et en fait, le week-end, au lieu de profiter du bon temps avec lui, je règle la télé, je règle le téléphone. Et c'est chiant. Concrètement, c'est chiant. Donc, il faut une solution. Et en discutant, je me rends compte qu'il n'y a pas que lui, mais tous ses voisins, en majorité des seniors, mais pas que, ils s'y connaissent rien, c'est chiant. Ils peuvent pas aller facilement conduire, parce que on est en ruralité, on est au fin fond de l'Oise. Donc, la ville la plus proche, c'est Beauvais, 20 minutes de route. La plupart, conduire, c'est compliqué. Et donc, pour moi, il y a quelque chose à trouver. Un modèle différent où c'est pas les gens qui viennent, c'est l'atelier qui vient. Et c'est de là que vient l'idée même, le centre d'idées de l'Informatruck. Au tout début, j'ai pas voulu lancer l'Informatruck vite parce que ça me paraissait compliqué. J'étais pas entrepreneur à ce moment-là. J'étais en train de créer ma première boîte, qui est une SS2I un peu plus classique, mais basée sur de la prédiction de panne. Mais je me sentais pas de lancer un modèle start-up, un modèle vraiment innovant, différent, je savais pas faire. Donc j'ai pris le temps de prendre de l'expérience avec ma première boîte. Et en fait, l'idée, je l'ai concrétisée vers 2019, où là, j'ai pris vraiment 2 ans à chercher les techs dont j'avais besoin. À chercher, donc en technologie, il me fallait un truc mobile, donc un camion. Comment je l'équipe? Il me faut de l'électricité, il me faut du réseau. Donc 2017, on n'a pas encore tout à fait la 4G. Et il y a le côté autonomie, il y a le côté travail, il y a le côté stock. Il y a plein de choses à gérer. Et donc, je prends le temps, tout bêtement, je prends le temps de réfléchir, de tester des trucs dans mon garage, tranquillement. Et 2019, c'est une des étapes importantes puisque je rencontre Yann, que je vais recruter en 2020. Et Yann, c'est le premier technicien dans les camions. Et il apporte un élément clé, c'est qu'Yann, c'est quelqu'un qui est en réinsertion, qui est en situation de handicap assez important. Et puis, son arrivée dans le projet, on sympathise beaucoup, je lui explique ce que je veux faire, il adore le concept, et le handicap s'invite. On dit, c'est vrai que le projet se prête vachement à faire un truc sur le handicap, parce que comme on va créer des camions, on peut les faire comme on veut, donc quitte à le faire comme on veut, on va les faire sur mesure. Donc on va faire les camions un à un, sur mesure, en fonction du handicap. Ce qui permet d'ajouter une dimension qui me plaît bien, cette dimension d'inclusion, en complément de ce qui est déjà une inclusion pour la partie fracture numérique. Donc 2019-2020, c'est vraiment le coup d'envoi de se dire « Allez, maintenant on y va. Je recrute un gars donc maintenant on bosse le sujet vraiment. » Donc moi, sur ma boîte d'avant, j'avais une boutique à Chantilly, une petite boutique d'infos. Je faisais pas que les pros, je faisais aussi les particuliers. Et en fait, dans l'arrière-boutique, je dis à Yann, on va fabriquer le camion. Alors on mesure, on pose du scotch au sol et on vient chercher tous les cartons de livraison qui traînent. Donc on se fait un camion en carton. Voilà. Et pour tester réellement si on peut réparer, en fait, on accueille les clients dans l'avant-boutique. Et dès que les clients sont partis, il vient à l'arrière et il fait semblant d'être le client en répétant les mêmes choses pour Yann, en lui donnant l'ordinateur pour que lui le répare. Donc comme ça, on teste en situation réelle avec des flux réels. Et ça marche vachement bien.
C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans son petit espace réduit, Yann fait aussi bien que dans la grande boutique de 70 mètres carrés. Alors que Yann n'est pas informaticien au moment où je le recrute, on l'a formé au fur et à mesure. Donc là, tout le projet se met en place et on arrive effectivement à la construction du proto où là, il faut créer la boîte, aller chercher les premiers fonds. Donc c'est ma boîte précédente et mes économies qui permettent d'amorcer ça avec différentes aides à l'entrepreneuriat, initiatives. Nous, on est en Hauts-de-France, donc il y a aussi Hauts-de-France Innovation Développement qui finance un peu les startups, etc. Donc on a nos premiers budgets pour. Et on tente. On tente le coup, on se dit après tout, au pire, on aura un camion rigolo. Il aura coûté un peu cher, mais il sera sympa. On pourra peut-être l'utiliser en week-end. Et donc, on tente ça. On l'assemble donc spécifiquement pour Yann. Parfaitement adapté à son handicap. Et déjà là, ouais, on est sur le fil de... En termes de timing, parce que je crois que c'est vraiment le mot qui va revenir aujourd'hui, on est pile poil. C'est-à-dire que le camion est fini, sort d'assemblage, et le lendemain matin à 8h, on est sur un salon de l'un de nos financeurs où on aura promis d'être là. Donc on a équipé le camion dans la soirée à l'arrache, on finit de l'équiper pendant le salon, il y a des gens qui viennent pour réparer, on n'a pas de pièces, on a des outils mais on n'a pas de pièces, parce qu'on n'a pas eu le temps de les commander, enfin, c'est un peu... C'est très archaïque, mais ça montre un peu la demande. Et donc derrière, comme on est très large en termes de timing, le soir même, je pars à Toulouse avec le camion pour un concours sur lequel on est en finale et où fallait amener le camion pour essayer de gagner le concours. Donc c'était le premier d'une longue série de concours qu'on a pu gagner, mais celui-ci, ça a été assez dingue pour un premier. Puisque le camion n'est pas fini, il n'y a pas de pièces, je ne sais pas m'en servir, je ne sais même pas comment utiliser les panneaux solaires dessus, parce que je n'ai pas eu le temps, c'est un rajout qu'on a fait pendant l'assemblage, enfin, c'est du grand n'importe quoi, et pourtant ça marche. Donc, ce qui prouve qu'après, quand on va avoir le temps de le mettre propre, ça marchera mieux. Mais c'est le premier où ça donne super confiance, déjà de se dire, ok, je suis arrivé vraiment total à l'arrache, et ça le fait. 2022, c'est l'année de l'expérimentation. On a vraiment besoin, avec Yann, de comprendre le marché, de tester. Donc on teste plein de modèles, plein d'endroits, plein de partenaires. Et on commence à agréger de l'expérience, à modifier le modèle, à trouver nos tarifs, à trouver notre rythme. C'est vraiment ça. 2022, il n'y a pas de nouveaux camions. On teste. Parce que c'est important de bien comprendre le marché avant de dupliquer. Sinon, c'est pas possible. Donc 2022, c'est vraiment l'année de l'expérimentation et on arrive tranquillement fin 2022, prêt à y aller, vraiment prêt à dupliquer parce qu'on a tout ce qu'il faut, on sait comment il faut y aller. Et là, je monte ma première levée de fonds, donc fin 2022, que je vais rater en fin 2022, puisqu'une banque me plante le jour de la signature, ce qui fait fuir un peu tous ceux autour de la table ou presque. Donc merci à cette chère banque. Et après, donc, je fais un deuxième tour de table, je tente autrement avec des fonds à impact et autres. Bêtement, je pense que les fonds à impact sont des gens là pour faire le bien dans le monde et que l'argent est secondaire. C'est un moyen, comme je le pense moi en réalité. Mais ils pensent pas comme moi, c'est juste des banquiers qui ont besoin de lire impact quelque part pour étudier le dossier. Donc je me heurte à ça, ce qui fait que eux trouvent que le modèle il est un peu lent à prendre, machin. Mais oui, c'est normal, c'est pas un modèle axé rentabilité, c'est un modèle axé impact. Et à 400%, et totalement assumé. Et moi, je fais pas des business plans, sauf quand on m'oblige pour faire des étoiles. Mes business plans, ils sont plutôt réalistes. Et donc, ça plaît pas. Donc, ça se passe pas très très bien, et je finis par dire stop, hop, tout le monde dehors, on reprend à zéro. Et je finis ma levée de fonds, ma première, pour aller chercher les futurs camions, pour aller chercher 10 camions supplémentaires. Et on finit, on est en août. Je me rappelle bien du moment où on signe. Je suis en vacances dans un camping au fin fond de la Belgique avec les 4 gosses qui courent partout. Il fait un temps mais abominable. Donc ils sont enfermés à l'intérieur à jouer, à hurler. Et moi, j'enchaîne les coups de fil avec les différents avocats parce qu'on doit signer à midi. Et si on signe pas à midi, le déclenchement des fonds, ce sera trop tard parce qu'on est cash out 4 jours plus tard. Donc on est sur le fil, encore une fois. Tout est des questions de timing. Et 2 des investisseurs me lâche quelques heures avant la signature. Ça représente pas beaucoup, c'est des minoritaires, on est sur, c'est 40 000 € sur les 600 000 qu'on lève, sauf que ça éclate le tour. Coup de chance, le leader du tour est compréhensif,
Quand je l'appelle, je lui explique, il me dit c'est bon, je les mets. À quelques heures. Vite, avocat, faut changer, rajoute 40 000 là, enlève les 2 autres là, et hop, et c'est bon. Et ça passe, c'est signé. Et l'un des plus petits investisseurs nous avait promis de faire le virement dès la signature, ce qui a sauvé notre compte bancaire in extremis. Donc ça, c'est la première levée de fonds. C'est courant août 2023. Et après arrive la semaine, la semaine de tous les défis. Le lundi matin, on gagne un prix européen. On se demande moi, je me demande vraiment ce que je fous là. À côté, c'est que des super boîtes à impact. Voilà, c'est le prix qui s'appelle SME Enterprise, donc le prix de l'entreprise durable européenne. Donc on est au ministère de l'économie avec les élus et tout, qui nous remettent un prix. Bravo, entreprise durable. Au niveau européen, c'est sérieux. J'ai 3 camions rigolos et je chope un prix européen en plus de tous les prix qu'on gagne déjà. Donc, la semaine, elle démarre bien. L'après-midi, on est sur Europe 1, interview, etc. Campagne de pub qui nous est offerte pour nous faire connaître. C'est génial. Le mardi, j'ai des négos. Donc c'est un mardi productif. Négo avec la Banque des Territoires parce qu'ils sont en charge de gérer la fracture numérique pour l'État. Donc on voit comment on va bosser ensemble. Les budgets sont assez dingues de ce qu'ils ont par rapport à nous. Donc ça peut changer la donne et on se met presque d'accord sur un fonctionnement sympa pour les petites villes, ce qu'on appelle les petites villes de demain. Super. L'après-midi, mail de confirmation. Bonjour Renault Group, on va investir 200 000 chez vous. Je dis, bon, voilà, déjà on est bien. Je pense que le week-end peut arriver tout de suite. Mais c'est pas fini. On n'est que mardi. Mercredi, tournage pour RMC Découverte, puisque donc campagne pour le label Quali-Répar. Et donc, je suis leur réparateur informatique, électronique. Et puis, en plus, ça fait de l'exposition parce qu'ils parlent un peu aussi du fait qu'on répare en campagne. Donc, c'est cool. Donc, tournage, super sympa. Ça me donne pas beaucoup de temps pour me préparer pour le jeudi, parce que le jeudi, c'est qui veut être mon associé. Et donc, tournage toute la journée. Le moment ultra stressant, mais ultra gratifiant. Alors certes, à la fin, ils investissent pas, pour ceux qui ont vu le reportage, mais tous les retours sont ultra positifs. Des retours d'investisseurs et d'entrepreneurs d'un autre niveau que moi, c'est super, super intéressant. Et le lendemain, juste avant le week-end, histoire que ce soit sympa, un petit passage avec Frédéric Mazzella, qui est quand même un entrepreneur aussi très, très, très important en France, sur BFM dans son émission où il invite des startups à pitcher et où il note les pitchs avec un coach et un invité. Et je me ramasse une note pas ouf, alors que la veille, j'ai eu que des compliments de dingue. Je dis bon, il est temps que ce soit le week-end, parce que là, visiblement, je suis sur la fin de semaine. Donc ouais, sacrée semaine. Là, c'est la semaine où c'est juste incroyable. Ce week-end-là, c'est l'euphorie totale. Avec les équipes, on fait un barbecue, avec une partie des équipes, parce qu'elles sont un peu à droite à gauche en France, mais on fait un barbecue fiesta qu'on avait déjà prévu pour fêter un peu qui va être mon associé. Mais alors là, avec une autre ambiance, c'est l'euphorie totale. Parce qu'on a tout réussi, et on a même mieux que tout réussi, puisqu'il y a les promesses d'investissement qui arrivent, il y a des partenariats qui arrivent. Enfin, c'est génial. Là, en fait... je leur explique que c'est le moment où, ça y est, on décolle, on y va. La levée de fonds a fait son œuvre déjà avant, donc on a de quoi avancer, on a de quoi acheter une dizaine de camions, mais là, c'est un autre niveau, parce que c'est des reconnaissances qui arrivent, et on sait que quelques mois plus tard, la France entière va nous découvrir. Donc ça va changer la donne. Et on rattaque le lundi bien boosté, et il fallait, puisque les semaines d'après, on signe mais contrat sur contrat. Donc on était déjà partenaire avec Intermarché, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre chez eux nos camions, et là, coup sur coup, on signe un accord avec Carrefour, on signe un accord avec Auchan, enfin, on commence à être partout. Il y a plein de choses qui commencent à prendre. C'est des trucs que je cherche, je pousse depuis 1 an, à aller gratter aux portes, et ça prend plutôt bien. Donc là, on est sur une période faste. On attend nos nouveaux camions qui sont commandés. Et sur ça,
Renault qui avait dit on va venir à vous aider, bah, ils le font vraiment, c'est-à-dire que mon concessionnaire m'appelle un matin en disant j'ai tes camions. Je dis bah non, ils arrivent dans 2 mois à peu près, tu m'as dit. Bah non, ils sont là. Donc on n'a jamais vu ça. Et bah oui, bah, visiblement Renault veut vraiment nous aider. Donc ça c'est cool. Ce qui fait que on prend de l'avance sur la livraison des camions, donc on les envoie chez l'assembleur un peu plus tôt que prévu. Mais malgré ça, ça va vite poser souci. Donc là, on arrive après ces moments incroyables en octobre et la réalité des choses rattrape un peu les événements dans le sens où on se rend compte que on est une équipe complète. Donc on est 19, il y a tout qui tourne et on est dimensionné au niveau siège pour gérer plus de 50, 60 camions sans problème. Et dans l'équipe, il y a déjà 14 techniciens itinérants, dont une partie est en formation. Et ils doivent sortir de formation donc chez nous, en interne, 1 mois plus tard, pour prendre leur camion. C'est ça le timing prévu. C'est-à-dire que là, on est à 1 mois du lancement de la flotte complète, pour qu'on ait 13 camions. Au moment où on est là, on n'en a que 4 sur le terrain, et les autres sont vides, puisque Renault nous les a livrés, mais ils sont vides, et le gros morceau maintenant, c'est de les assembler. On a un partenaire unique d'assemblage. Pour moi déjà, ça, avec le recul, c'est l'un des points qui fait que ça va mal se passer. Parce que je suis dépendant de lui. Et ce prestataire profite des événements malheureux du moment, donc de la conjoncture, pour moduler ses tarifs, bien sûr pas à la baisse, pour moduler ses conditions, et surtout, il nous met dans un retard monumental. C'est-à-dire que les camions, il est censé les avoir finis au fur et à mesure, sur octobre, novembre, et tous finis absolument fin novembre. Quand on arrive à fin novembre et qu'on a 0 camion de sortie, ça commence à être ennuyeux. Parce qu'en gros, j'ai formé des gens, ils sont prêts, ils attendent leurs camions, qui sont fabriqués donc sur mesure, donc je ne peux pas leur donner n'importe quel camion, puisqu'ils sont tous en situation de handicap, donc ils ne sont pas tous adaptés, les camions, à tout le monde. Et ils sont pas prêts. J'ai beau faire le forcing, on va les voir, on s'engueule copieusement, il n'y a rien qui sort. On est dans une situation de blocage, parce que moi qui ai signé des accords de dingue pour répondre, j'ai besoin de camions. Donc je me retrouve à dire à des gens comme Carrefour, Auchan, Boulanger, machin, bon alors on s'était mis d'accord sur début décembre, mais en fait ce sera plutôt janvier. Ouais, ça tu le fais une fois. Quand en janvier, je les rappelle pour dire « Bon, en fait, ce sera plutôt février », on passe à pas grand-chose de perdre l'accord. Donc au moment où on arrive après, en février, et où je sais que les camions sont pas prêts, et que la diffusion d'M6 va arriver, ça commence à être chaud. Parce que là, je paye des gens à ne rien faire. Je les ai formés, mais ils peuvent pas bosser, ils n'ont pas de camion. Donc je perds énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, mon joyeux fournisseur, lui, s'en fout totalement. C'est lui qui est en position de force. Ça commence à me faire, à me poser un vrai souci aussi pour les nouveaux contrats. Parce que je ralentis un peu la signature des contrats. J'ai pas de camion. Je peux déjà pas répondre à la demande. C'est déjà ennuyeux. Et en plus, c'est comment je me sors de ça. En fait, j'ai pas eu d'autre choix que de payer l'intégralité des camions sans en avoir eu un seul. Pour commencer à faire libérer les camions, et les mecs étaient tellement malhonnêtes qu'ils n'avaient pas commencé à assembler certains des camions. Donc j'ai dû négocier avec d'autres assembleurs trouvés en dernière minute pour faire déplacer les camions chez eux pour qu'ils puissent assembler et rattraper le temps perdu. Donc en termes de coûts, autant dire que ça a dépassé totalement l'enveloppe initiale. En termes de temps, on était totalement aux fraises. Et parallèlement à ça, on devait se préparer à l'arrivée du flux massif commercial qu'allait représenter la diffusion sur M6. Sans camion. Pas évident. À ce moment-là, donc on est en tout début 2024, je suis encore plutôt optimiste parce que je sais que la vague qui veut être mon associé va nous porter énormément et que j'ai encore du temps. J'ai encore du temps puisque ma deuxième levée de fonds pour la suite, pour aller jusqu'au point d'équilibre et acheter une quinzaine de camions supplémentaires, elle se passe très bien. C'est-à-dire qu'avant même la diffusion, j'ai déjà une banque supplémentaire qui n'était pas avec nous avant, qui vient me dire « Ok, je te finance 10 camions. Ok, j'ai déjà 10
sur 15 qui sont financés. Il me manque plus que les 5 derniers et la trésor. Les 5 derniers, il faut savoir que je les signe avec une banque qui avait déjà financé des camions chez nous, quelques heures avant la diffusion. Ils viennent exprès pour la diffusion, et c'est bon de signer 5 camions, avant de l'avoir. Donc ça, c'est super aussi. Maintenant, il reste la part trésor. Et ça va être le sujet d'après qui est en d'axe, parce que je sais que sans ça, les bravos, les prix et tout ce que tu veux, ça rentre pas sur le compte en banque. Donc sans cette partie trésorerie, on ne peut pas aller jusqu'au point d'équilibre. Disons qu'avant même la diffusion, dans cette période de préparation, parce qu'elle a été longue, et on a mis presque un mois à se préparer, à teaser un peu le truc, à vraiment essayer d'exploiter au mieux l'impact commercial, toutes mes équipes sont focus sur ça, sauf moi. Moi, je suis déjà en sous-marin en train de chercher des sous pour la suite. Donc la levée de fonds que j'avais prévue dans mes tableaux, qui était donc pour juillet, août, septembre 2024, je sais que c'est faux, on a perdu du temps, on a dépensé plus que prévu, il faut la faire avant. Donc j'essaie d'attaquer déjà, avant la diffusion, quitte à derrière aller revoir des gens une fois la diffusion passée. Ça prend plutôt bien au début, c'est-à-dire que j'ai besoin en termes de trésor d'une enveloppe de 500 000. Avec 500 000 en trésor, on est bon. Puisque j'ai déjà le bancaire qui est OK sur les camions, donc 10 directement, et 5 quelques heures avant la diffusion. Et je chope 300 000 tout de suite. Donc 200 et 100 direct, en quelques jours. Donc ça, c'est super encourageant. La suite va être plus compliquée. En fait, la soirée de diffusion, on organise un gros événement chez un hôtel partenaire. Donc à Compiègne, 250 personnes, des startups à impact qu'on voulait mettre un peu avec nous, beaucoup de un peu de politique, beaucoup d'entrepreneurs assez capés, des partenaires, des GMS, des GSS, des assureurs. En fait, nos cibles aussi étaient là. Et l'idée, c'était de faire une belle soirée, même si on me dit non à la fin, pour expliquer à tout cet écosystème qui nous connaît déjà que c'est non, mais c'est normal. Et pour dédramatiser le truc. Certains n'ont pas compris sur le moment en disant « Mais pourquoi on fait une super soirée alors qu'ils disent non ?» Alors que c'était justement pour dédramatiser ce non, qui n'était pas un vrai non, qui était un non de logique, puisqu'ils ne pouvaient pas investir par rapport au changement de prix et autres, mais qui reste un non au niveau des investisseurs. L'autre idée, c'était de faire un financement sur le moment, donc d'essayer d'en capter tout de suite des gens qui voudraient nous aider. Ça n'a pas du tout fonctionné. Je récolte 0. J'ai plus récolté les semaines d'avant en sous-marin dans mon coin que sur la soirée. Je ne récolte aucune promesse d'investissement ce soir-là. Donc c'est un échec sur ça, total. Et ça complexifie la suite. Parce qu'en fait, ça donne le ton des futurs rendez-vous. Les futurs rendez-vous chez les investisseurs, donc on continue sur la même optique, à savoir, mes équipes sont concentrées sur le commerce. On a des gens comme Enedis ou Vinci, on se met d'accord en quelques coups de fil pour travailler pour eux. Ils nous appellent, on veut travailler avec vous parce qu'on veut améliorer la réparabilité des appareils chez nous. Ok, bien sûr. Enfin, ça pourrait être mon voisin, ça se passerait pareil pour réparer chez lui. Sauf que là, on parle de Enedis, c'est 800 sites à couvrir, donc je ne sais même pas combien de camions j'avais calculé qu'il me fallait, mais c'était plus que la flotte globale que j'avais déjà. Vinci, c'était plusieurs sites aussi. Enfin, c'est ce genre de truc qui arrive comme ça, qui tombe, et ça n'arrête pas. Donc le carnet de commandes, il est ultra débordant, ultra plein, mais il n'est pas plein maintenant. Il est plein dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Parce que c'est des très grosses entreprises. Il faut des validations, il faut le temps de mettre en œuvre, de la stratégie, on négocie, et puis si. Et c'est super long. Sauf que nous, le cash, on n'en a pas besoin dans 9 mois, on en a besoin dans 3 mois, à peu près. C'est des moments où je commence à mieux cibler, à mieux savoir que c'est là que la levée de fonds, elle va être nécessaire, et de savoir que fin avril, c'est cash out, c'est fini. Donc ça, le soir de la diffusion, c'est très schizophrénique parce que je sais qu'il me reste 3 mois pour boucler ma levée, sinon c'est fini. Et de l'autre côté, il ne faut pas casser l'enthousiasme, il ne faut pas casser le moment qui est génial de cette diffusion, parce que sinon, on a tout perdu. Donc, ouais, ça commence à être très tendu, parce qu'il faut, pour moi, varier mes rendez-vous entre d'un côté, je fais du commerce,
et regardez, je suis au top, M6, machin, et de l'autre, s'il vous plaît, me donnez-moi un peu de sous parce que c'est la merde. Mais sans mélanger les messages. Donc là, après la diffusion, commercialement, tout va bien. En termes d'image, officiellement, tout va bien. Mais moi, à côté de ça, ça va pas du tout. Parce que je suis obligé de courir et je sens l'échéance. C'est-à-dire que chaque jour, je vois 3, 4, 5 investisseurs. Alors de toute taille, hein, c'est majoritairement des particuliers, des business angels locaux ou régionaux. Euh, mais j'ai fait, en 3 mois, j'ai dû faire 150 rendez-vous. Donc je répète tous les jours la même chose. Et tous les jours, ça commence par ok, ils n'ont pas investi sur M6, mais c'est normal, parce qu'ils ne peuvent pas tout montrer à la télé, que la valo avait changé, c'était compliqué. Mais ça prend pas. Ça prend pas du tout. Et je galère à agréger, on va dire 10 000 euros par 10 000 euros de business angel, parce que les fonds ne suivent pas ou ne répondent pas. Et alors ce qui est marrant, c'est que certains fonds impact m'ont répondu 6 mois plus tard en disant hey, c'est une bonne idée, on va investir. Bah, c'est trop tard. Mais bon, trop tard. C'est ce qu'il nous aurait fallu. Mais sur le moment, oui, ça prend pas. Je rate mes rendez-vous. Enfin, c'est pas que je les rate. Moi, j'ai l'impression de les rater parce que le résultat est mauvais. Mais je fais comme je sais faire. Et d'habitude, ça prend. Mais là, en fait, le niveau de confiance que les investisseurs indépendants accordent au jury qui veut être mon associé, il est largement supérieur à ce que moi, je peux aller mettre en face. Enfin, je veux dire, eux, c'est des entrepreneurs confirmés, des investisseurs confirmés. Ils sont... Voilà, médiatiquement, ils sont au top. Et puis t'as un petit gars issu du fin fond de l'Ouest qui va dire non mais mes camions en fait les mecs là-bas ils sont sympas mais ils se sont gourés. Mets des sous. Non, ça prend pas. Donc là l'état d'esprit il est pas très bon. Ça commence à peser parce que le mur approche, je le sais. À côté de ça, on met en place un board renforcé pour essayer de nous aider à trouver des idées, à trouver des choses. Et commercialement, mes équipes font un truc mais dingue. Tous les mois, on fait x2 sur le CA. On est au-delà des prévisions du BP. Enfin, le business plan prévoit pas du tout une augmentation pareille. Mes équipes, et notamment le seul associé qui soit pas de ma famille, qui est Cyril Morel, qui est un excellent commercial, qui est un formateur de formateurs en commerce. À un autre niveau, hein, en termes de négo, il me sort des contrats, des accords, des machins, il déploie tout, mais sans moi. Parce que moi, je suis focus sur la partie levée. Lui, il se débrouille tout seul pour tout le commerce. Mais il me sort des résultats magnifiques. Mais à côté de ça, quand on arrive fin mars, on perd encore 40 000 euros par mois. On en perdait 90 000 au début d'année, donc ça s'améliore vraiment bien. Et on est au-delà de nos espérances. Malheureusement, on perd. Et après, on arrive en avril. Et avril, fin avril, je sais que c'est le mur. Je sais que c'est fini fin avril, si j'ai pas fini ma levée de fonds. Donc on arrive, après cette période, on arrive en avril. Et avril, je le sais, c'est la deadline. Fin avril, je sais que je peux pas payer les salaires. Donc, enfin voilà, concrètement pour une entreprise, c'est game over. Donc début avril, il me manque 90 000 euros seulement. Et je continue les rendez-vous partout. Et là, je commence à en parler vraiment ouvertement depuis quelques semaines. Parce qu'il n'y a plus le choix. Donc peu importe l'image, maintenant, on est dans l'urgence. On est vraiment dans... Si on ne trouve pas 90 000 euros, c'est fini. L'initiative, elle aura fait des trucs, mais elle s'arrête. Donc je préviens toutes mes équipes, avant de communiquer dessus. Quand même, j'ai pas envie qu'elles l'apprennent autrement. Donc on se fait une petite visio qui a été assez dure, dans le sens où il faut prévenir tous les gars que voilà, à la fin du mois, je suis pas sûr de pouvoir vous payer. Et potentiellement, vous êtes chez France Travail dans 30 jours. Pour des gens qu'on a recrutés spécifiquement, qu'on a formés, qu'on accompagne, et qui en plus sont des personnes dites vulnérables, donc en situation de handicap, qui cherchent à rebondir elles-mêmes, à se réinventer à travers le travail. Ouais, leur annoncer ça, c'est chaud, mais c'est rien à côté de l'étape d'après, parce que là, c'est juste peut-être, mais il me reste un peu de temps. Enfin, je pensais qu'il me restait du temps. Sauf que quelques jours après,
Malheureusement, la mauvaise nouvelle tombe, le leader du tour se retire. Donc là, c'est plus 90 000 euros qui me manquent, c'est 290 000. Et il reste plus que 3 semaines. Donc là, game over. Là, c'est sûr, c'est terminé. Puisque le leader se retirant, derrière, je sais que dans les jours qui suivent, je vais prendre les mails d'autres qui vont dire « Bah ouais, mais si lui s'en va, moi aussi », parce que j'y crois plus. Le leader se retire en me disant bah, tout simplement « C'est trop long. Si c'est aussi long, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance dans le modèle. » On peut rien faire contre ça. Moi, je peux rien faire contre ça. Je peux pas le reconvaincre autrement. Donc là, je sais que c'est fini. Donc quelques jours après cette première visio, j'explique la situation au board sur place, que bah, malheureusement, il n'y a plus d'autre solution, donc c'est fini. Personne ne nous rachètera puisqu'on n'a pas de concurrent, à moins qu'un très grand groupe du genre Darty, Fnac ou autre, ou Boulanger se dise tiens, je vais lancer une activité rurale, mais il y a peu de chances que ça arrive, et vu le timing, ils arriveront 6 mois après la bataille. Donc c'est fini. Et comment on fait pour finir propre? C'est ça la vraie question. Donc pour nos employés, pour les clients, pour les partenaires. Et là, on entre dans une phase de déconstruction assez contre-intuitive. C'est comment j'arrête de travailler. C'est super bizarre comme mode de réflexion. Et en premier lieu, donc, revisio avec les employés, bah voilà, je suis désolé, mais pas réussi. Donc ça se passe pas ultra bien, parce que certains sont en colère, et ce que je peux comprendre. Certains le sont toujours, a priori, aujourd'hui, en colère, même si on a fait de notre mieux, que ce soit mon équipe au siège ou moi. Mais bon, donc on leur explique que bah voilà, ils seront pas payés la fin du mois, donc il faut peut-être qu'ils essaient de faire attention financièrement, qu'il faut qu'ils trouvent des solutions, qu'ils commencent tout de suite à chercher un boulot. On leur donne toutes les astuces qu'on peut pour les aider, et on leur demande surtout de faire un truc. Finissez vos réparations, rendez tous les appareils aux clients. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des tiers qui soient impactés non plus par notre chute. On parle quand même de téléphone, d'ordinateur, c'est des appareils personnels. Et ça, ils ont été exemplaires sur ce point-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur maximum. À la fin, il devait me rester 3 ou 4 appareils au siège sur l'ensemble de la France, l'ensemble des 13 camions. Donc c'est fabuleux. Pas un seul débordement ou quoi que ce soit. Vraiment, sur ça, je suis très très fier de mes équipes. Et puis bah, une fois que les camions sont là, avec l'équipe du siège, bah, on trie tout, on inventorie, on prépare avec le comptable, on prépare avec l'avocate. Et là, on rentre dans une phase très différente qui est, bon, ok, l'activité est stoppée. Donc on est fin avril, l'activité elle est stoppée, c'est bon. Ça c'est fini. Et maintenant? Et bien maintenant, on va rentrer dans une phase joyeuse qui est très française, l'administratif. De la joie en barre, que du bonheur. Un bon gros dossier de 60 pages à faire. Donc heureusement, avocats et comptables sont là pour m'aider, parce que j'aurais pas pu le faire seul. Et ce dossier imbitable va conditionner toutes les créances qui restent de la boîte, éventuellement les miennes, ma responsabilité dans le crash, et mon avenir en tant qu'entrepreneur. Au niveau pression, on est haut. Là, on est très, très, très haut. C'est-à-dire que c'est sur la base d'un dossier à la noix qu'on va déterminer le reste de ma vie. Bon, on va essayer de bien le faire. Donc, les choses se font. On arrive en mai. En mai, il y a plein de jours fériés, donc les dates sont reportées, reportées, machin, donc c'est très long. L'activité, elle est terminée aux alentours du 20 avril, et on passe mi-mai au tribunal du commerce. Parce que y a les fériés, il n'y a pas de place, machin. Et là, je découvre un autre monde qu'on ignore totalement quand on est entrepreneur. Parce que quand on devient entrepreneur, au début, on est super accompagné. On est énormément aidé, créer, machin, démarrer, grandir. Ah, super. Par contre, quand on est sur la fin, tout le monde se casse.
Donc là, je découvre réellement ce qu'est la solitude de l'entrepreneur sur un autre niveau, mais surtout, je découvre un monde où le judiciaire se mélange, enfin le juridique plus se mélange à l'entrepreneuriat. Le tribunal du commerce, déjà, c'est pas un lieu qui fait plaisir, rien que le nom, il fait flipper. Et pourtant, bon, c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'on pouvait y aller un peu avant pour éviter d'autres emmerdes, mais bref. Moi, c'était pas possible. Puisqu'on ne peut pas avoir de redressement, on ne peut pas avoir de conciliation. Nous, on n'a plus de trésor pour payer les salaires, donc là, c'est game over tout de suite. Et le tribunal du commerce, quand j'y vais, je suis mort de trouille. Mais vraiment, je n'ai jamais été devant un tribunal, hormis pour discuter de la garde de mes gosses, et on était d'accord avec mon ex. Alors, autant dire qu'au niveau pression, c'était plutôt tranquille. Là, j'y vais, et certes, j'ai une avocate pour m'aider, mais je me dis, mais je suis au tribunal. Donc, je suis l'accusé. Donc, ça va mal se passer. Bon, au final, ça s'est bien passé. De manière curieuse. C'est-à-dire que dans ce moment de désespoir, parce qu'on y est déjà, hein, je veux dire, d'un seul coup, je suis dans le vide. Il y a plus d'activité, j'ai plus d'agenda, il y a plus de gens, j'ai plus d'employés, il y a plus de gens autour de moi, parce que d'un seul coup, le carnet d'adresse, quand on commence à savoir qu'on est dans le crash, les gens s'enfuient. Seb, mon meilleur pote, qui lui aussi a craché une boîte cet été, mais dans un domaine très différent, a eu l'expression, la bonne expression, c'est qu'on sent le soufre. Tu craches? Bon bah salut, on en reparle, hein, on se voit bientôt. Non, on se verra plus. Donc les gens s'enfuient. Moi je dirais que j'ai vidé mon carnet d'adresses à 50% et mon carnet d'amitié à 80%. On se rend compte des gens qui sont là que parce qu'on réussit aussi. Bon, ça peut pas faire de mal de vider un peu ça de temps en temps, cela dit. Pour revenir au tribunal du commerce, ce qui fait que ça se passe bien, c'est que... alors déjà, on passe pas dans un tribunal au sens strict à la barre et machin avec les avocats. Non, ça, ce serait trop flippant. C'est dans une petite salle à côté, avec 5 juges, qui sont pas des juges en réalité, ce sont des anciens entrepreneurs pour la plupart, à la retraite ou autres, qui donnent de leur temps, qui sont bénévoles pour essayer d'aider ou de comprendre. Quand moi je m'aperçois de ça, je dis, c'est déjà un petit peu rassurant, c'est que c'est des gens qui sont entrepreneurs, donc ils comprennent aussi le principe de l'entreprise, ce qu'on a essayé de faire. Bon, alors moi, sur Beauvais, c'est sûr qu'ils ne sont pas forcément habitués à avoir des startups, et encore moins des startups à impact. C'est plus dans les grandes villes qu'on a ce genre de format, mais ça se passe bien pour une seule raison, et c'est assez rigolo, c'est que ils ont tous vu l'émission, sauf un. Donc qui pose la question, mais vous avez l'air de connaître, mais moi je connais pas, vous pouvez m'expliquer? Et en fait c'est tout bête, mais là je repasse en mode concours pitch et je déroule. Et je suis tellement encore dedans que ça se passe bien parce que j'explique exactement et j'enchaîne avec le pourquoi ça a merdé. Et donc ils sont très aidants parce qu'ils comprennent qu'on a essayé, on a mis en place des choses, mais ça n'a pas suffi. Donc ils sont pas dans l'accusation ou quoi. Et en fait ce moment-là je le vis mal, mais moins mal que prévu. Après, on nous présente, puisque c'est tiré au sort, celui qui sera chargé de liquider la boîte. Le terme est tout à fait adapté, liquider. Donc on nous présente le liquidateur. Le premier contact est rugueux, au mieux, et ce sera pire après, puisqu'il s'engueule presque tout de suite avec mon avocate. La rencontre est un peu rugueuse, mais bon, je me dis, c'est pas grave, parce que j'ai l'avocate. Et elle sait le tenir. Donc ça va aller. Et en sortant, elle me dit surtout, à aucun moment, vous faites un rendez-vous seul avec lui. C'est moi qui lui réponds, et tous les mails qu'il vous envoie, même si je suis pas en copie, vous me rajoutez. Ouais, ok, bah c'est cool. En fait, je suis entre de bonnes mains, ça va bien se passer. Et donc, en sortant de là, il nous a déjà donné une to-do list, faut remplir un fichier à sa façon, parce qu'il faut faire son boulot, tant qu'à faire. Lui, il est payé pour, moi non, mais il faut faire son boulot. Et puis envoyer ci et ça, mais nous on a tout préparé.
Donc hormis son fichier à la noix que je fais le soir même, qui permet en fait de rapidement licencier les gens, et donc qui touche rapidement, pour mes employés, qui touchent rapidement leur salaire en retard, donc je vais le faire le plus vite possible, je vais le faire le soir même. Nous, hormis ça, tout le reste est prêt. C'est parce que c'est un fichier à lui. Donc je le fais, et le soir même, il a l'intégralité des documents, de tout, absolument tout dans sa boîte mail. Puis au moins, c'est fait. Moi, je suis bon. Il m'appelle le lendemain. Donc en téléphone, il dit bon, déjà, ça s'annonce mal, mon avocate avait dit éviter le téléphone, machin, faut des traces. Ouais, bon. Je lui réponds quand même, et il me dit oui, j'aurais besoin des clés. Je dis, bah, normal, je sais qu'à un moment donné, il va falloir venir voir les locaux, saisir les camions, et puis tout vendre. Faut me les amener. Bon, de toute façon, moi j'ai plus de boulot à ce moment-là, hein, donc j'ai du temps. Vous pouvez me les amener aujourd'hui? Bon, oui. De toute façon, c'est à 20 minutes de route, je vous les amène cet après-midi. Ouais, à 14h, machin, bon, bah voilà. Ce que je sais pas à ce moment-là, c'est que c'est un piège, mais monstrueux. Moi, j'y vais de bonne foi en disant, bah, je vais donner les clés, puis je me casse, quoi. Bonjour monsieur, là les clés. Et ça se passe pas du tout comme ça. Ce qui se passe ce jour-là, c'est inadmissible. Sauf que sur le moment, avant d'expliquer le quoi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un moment où moi, j'ai plus rien. C'est-à-dire que je sais que j'ai plus d'argent, j'ai tout investi dans le truck, et que je le reverrai jamais. J'ai des créanciers qui m'appellent 28 fois par jour sur mon téléphone à la maison, sur le téléphone pro, sur le téléphone de ma femme, puisqu'elle faisait partie de la boîte, sur le téléphone de ma maman, puisqu'elle faisait partie de la boîte, qui me harcèlent partout pour récupérer leur pognon qu'on pourra jamais leur payer. C'est très violent en soi, parce que c'est des gens payés pour être violents et récupérer des sous. Enfin, verbalement, bien sûr. Ajouter à ça le fait que moi-même, je ne sais pas où je vais, puisque l'entreprise de cœur que j'avais créée, puisque je l'ai créée à la base pour permettre à des gens de réparer pour d'autres gens qui sont en galère. Donc c'est pas juste une entreprise pour faire du pognon, c'est une entreprise pour régler 2 problèmes en un. 3 si on prend l'obsolescence programmée, qui est un problème en soi. Donc c'est vraiment un truc que j'ai dans le cœur. Et là, je l'ai plus. On me l'a gentiment pris, on l'a posé dans la sacoche du mec que je devais aller voir, en disant maintenant c'est bon, poubelle. Et il y a ce vide, puisque j'ai plus d'employés, plus d'activités, plus de clients, il n'y a plus rien. Donc c'est un moment où psychologiquement, je suis pas bien déjà. Je suis vraiment, vraiment pas bien. Et où je sais pas où je vais. Où l'avenir est très, très flou, voire inexistant, puisque je sais déjà pas comment je vais payer mon crédit maison. Donc c'est un moment compliqué, qui commence déjà à être compliqué. Et donc je me rends à Beauvais déposer les clés. Et le mec, en fait, est malin. Il sait dans quel état on est. Il sait dans quel état sont les entrepreneurs sur ces moments-là. Et donc, je lui dis, voilà, bonjour, les clés. Bah, bonne journée. Prévenez-moi si vous avez besoin de moi pour faire les... Non, vous restez. Bah non, je vous dépose juste les clés. Non, vous allez vous asseoir, on va discuter. Bah non, mon avocate, elle m'a dit, on ferait rendez-vous ensemble, alors on prend rendez-vous. Donc, je sors mon planning, vous voulez quand? Comme ça, je propose à... Monsieur, asseyez-vous. Je représente la loi, asseyez-vous. Bah, bon, je m'assois. Et je me fais, mais... bastonner, verbalement, bien sûr. Je me fais mais malmener, l'interrogatoire du mauvais flic de la série américaine, parce que tout est de ma faute. C'est de ta faute, c'est toi qui as craché la boîte, mais t'as fait n'importe quoi, tes tableaux de gestion, c'est de la merde, mais tu te rends compte, tous les gens au chômage à cause de toi, et c'était un truc super, et c'est toi qui l'as raté. C'est de ta faute, donc c'est toi qui vas payer, je vais te faire vendre ta baraque, je vais te faire vendre ta bagnole. Tu vas finir à la rue, de toute façon, c'est fini, ta carrière d'entrepreneur, elle s'arrête là. T'as une autre boîte, t'inquiète pas, on va la vendre aussi. Et en fait, je m'en prends plein la gueule pendant 2 heures. J'avais pas anticipé ça. Je comprenais pas, en fait. Et je réponds pas. Je suis vraiment dans une posture, je suis écrasé. Et le gars appuie. En sortant de là,
L'état d'esprit, il est très simple. À quoi bon continuer? Juste, le gars va me faire tout vendre, il va ruiner ma famille. Bon, on arrête là. On arrête juste là. Donc moi, en rentrant, je me dis, allez, c'est bon, je suis en bagnole, il y a des jolis arbres le long des routes de l'Oise. La solution, elle est là. Simple. En plus, j'ai des assurances. Alors, oui, on réfléchit comme un con à ce moment-là. Vraiment. C'est une réflexion, mais totalement pétée. Parce qu'on se dit, bah oui, mais il y a les assurances, alors c'est pas grave. Tous les crédits maison, tout ça, ça va être remboursé. Bah c'est cool. Alors, vaut mieux que je sois mort. Au moins, tout s'arrête. Je verrai plus de salopards pareils, puisque je serai plus là. C'est plus mon problème. Mais c'est stupide. Heureusement, je m'en suis rendu compte d'ailleurs, et que je l'ai pas fait. Mais je comprends ceux qui le font. C'est un mode de pensée où la réalité est totalement altérée et où on est tellement dans le chagrin et dans la douleur du moment que tout est possible. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un entourage très soudé, et notamment, le soir, ma femme m'a gentiment envoyé chez son toubib quand elle a vu ma tronche. Déjà, elle n'a pas compris, j'allais déposer les clés, je suis rentré 3 heures après. Donc, elle m'a envoyé chez le toubib pour avoir des petits bonbons bleu, rouge et jaune, histoire de dormir. Parce que, bon, bien sûr, je dormais pas depuis des jours et autres. Donc, l'état psychologique, il était abominable. Et l'état physique aussi. En fait, le moment clé, c'est ça, c'est d'accepter aussi. Moi, je prends deux cachets par an quand j'ai une grippe, et c'est tout, quoi. Il est hors de question d'aller chercher des cachets qui assomment ou quoi. Mais là, je les ai acceptés. Je savais que le risque, il était là. Et en fait, il faut le voir un peu comme quand on se pète une jambe, on met un plâtre, puis on prend des béquilles. Bon, bah là, je me suis cassé le moral. Il me fallait une petite béquille psychologique. Et donc, j'accepte. Voilà. Sur cette fin de journée, je finis avec des gentils petits cachets au fond de mon lit. Et les semaines suivantes, elles sont totalement irréelles, les semaines suivantes. Parce que je suis dans mon plumard. Je fais rien. Je suis drogué jusqu'aux yeux avec les cachetons. Je réfléchis pas. Je dors. Je somnole. Quand je suis debout, c'est pour aller grignoter un truc et venir me recoucher. Elles n'existent pas les semaines d'après. Donc là, voilà, je vois personne. Hormis ma famille, heureusement. Mais je vois personne. Personne me voit. Et tant mieux parce que c'est le moment où... Moi, toute cette période-là, je me dis, mais j'ai tellement honte d'avoir craché ce projet. Il a raison, l'autre. C'est moi qui l'ai craché, le projet. Et d'autres gens auraient fait mieux que moi. Et la culpabilité, elle est énorme. C'est vraiment ça qui tourne. Et ça tourne en rond tout le temps. Se sortir de ça, c'est très compliqué. Donc là, au bout de 3 semaines au fond de mon plumard, l'élément déclencheur, c'est qui fait que je repars, que je me relève déjà de cette première étape, c'est que j'ai oublié d'annuler un rendez-vous. J'avais tout annulé. Et il y en a un que j'ai oublié, et c'est un enregistrement de podcast. Et c'est un podcast avec Stéphanie Delestre, en plus, qui était dans mon jury de qui va être mon associé, et qu'on avait pris, mais 4-5 mois avant comme rendez-vous. C'était se dire 6 mois après, comment ça va? Le podcast s'appelle On lâche rien, donc autant dire que c'est pas tout à fait l'ambiance du moment, après 3 semaines en mode zombie. Et en fait, ma femme joue sur la bonne corde et joue sur le reste de mon ego. Bon alors, t'as pas les couilles d'aller en parler sur un podcast, d'aller en parler publiquement de ce qui arrive? Et ça marche. Et ça a marché. Donc j'ai arrêté les cachets, net. Alors c'est pas bien, faut pas faire ça. J'ai passé une journée, une nuit, et le lendemain, mais c'était 10 fois pire. Tout revient, mais trop, faut pas arrêter les cachets net, c'est vraiment pas bien. Mais j'avais un objectif, c'était d'aller en parler. Donc ça va. Et j'y suis allé. Le lendemain soir, j'y vais. J'en parle ouvertement. Et maintenant, il est peut-être temps qu'on en parle parce que j'avais pas prévenu publiquement du crash ni rien. Et c'est l'élément déclencheur puisque j'enregistre ce podcast.
et Stéphanie n'était pas au courant. C'est-à-dire qu'elle découvre pendant l'intro de l'enregistrement que j'ai craché. Je ne l'ai pas prévenu avant. Elle le découvre sur une question qui est: t'as combien de camions maintenant? 0, ils ont été saisis, ils seront vendus dans quelques semaines. Youpi. Ça a tué l'ambiance, hein, bien sûr. Mais le fait d'en parler, ça permet déjà d'avancer. Et après, je discute avec elle de la suite. Je dis, moi, il n'y a pas de suite. C'est fini. C'est game over. Et non, il y a toujours une suite. Il y a plein de gens qui crachent des boîtes, qui remontent tout ça. Et le fait d'en discuter, pourquoi pas? Et on réfléchit à un concept d'informatruck light. Avec un nouveau... en fait, elle me dit, réfléchis avec un nouveau gimmick qui est: j'ai plus de pognon, personne m'en prêtera, mais je vais quand même faire le job. Eh bien, c'est exactement ça. Et donc, c'est le début de la réidéation, de réfléchir à qu'est-ce qui a merdé dans l'aventure du camion. Certes, ça, je l'avais déjà bien réfléchi, mais surtout, comment on peut faire différemment un résultat similaire? À savoir, apporter la réparation à tous. Et c'est ça, au final, l'élément déclencheur de la remontée. Alors, ça se passe pas en 2 jours. Hein. L'été a pas été très, très joyeux, forcément. Mais j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de réfléchir à tout ça. J'ai pris le temps de calmer aussi mon liquidateur, ce qui fait que maintenant, j'ai plus trop peur de lui, grâce à mon avocate. Mais les choses avancent. La liquidation est loin d'être finie, parce que le principe d'un liquidateur, c'est de faire durer le plaisir quand il y a un peu de pognon à aller chercher. Donc ça, à titre d'info, je compare ces gens-là aux vautours qui viennent manger sur les carcasses fumantes des jeunes entrepreneurs qui ont raté. Je trouve que c'est exactement l'idée, puisque eux sont payés pour liquider la boîte sur les deniers de la boîte, là où tous les créanciers, et moi compris, on récupérera rien. Donc c'est magique. Donc cette liquidation se continue, mais parallèlement, je retravaille à un nouveau concept qui démarre là, ces prochaines semaines, dont je vais parler publiquement un peu plus d'ici la fin de l'année, parce que là, je suis dans l'expérimentation. En fait, il faut revoir un peu les choses. Et la bonne surprise, c'est que mes partenaires ne m'ont pas oublié. C'est-à-dire que certains de mes partenaires que j'avais déjà avec l'Informatruck, quand je les ai appelés en disant: voilà, je vais lancer une nouvelle start-up qui a la même finalité, à savoir d'apporter la réparation pour tous, m'ont dit tout de suite: on va t'aider. Ok. Ah, vous voulez pas connaître le concept parce qu'il est pas final, mais j'ai les grandes lignes. Vas-y, envoie-nous un deck, mais de toute façon, sache que c'est ok, on va t'aider. Waouh. Parce que le fond est là. Et je pense que on se rend pas compte de ça sur le moment, quand on crache, mais au-delà des gens qu'on fréquente, il y a aussi le côté business, le côté partenaire. Et ces partenaires-là, qu'ils soient grands ou petits, ils peuvent avoir de l'éthique. Et lorsqu'ils en ont, en cas de rebond, il faut penser à eux, parce qu'ils sont là. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté, et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude: quand on plante, on repousse. Planté.